Bonjour, alors aujourd'hui je suis Pierre Constant de la société Amplitude et nous allons parler d'une problématique je pense assez commune dans les entreprises industrielles françaises qui concerne, l'automatisation ou l'amélioration du traitement des demandes SAV et nous on a mis en place un certain nombre de techniques, de traitement du langage naturel qu'on va détailler aujourd'hui pour améliorer ces processus-là. Donc à propos d'Amplitude, rapidement, donc moi je suis Pierre Constant. Je me suis présenté, je suis ingénieur de formation. Je suis en charge d'un projet qu'on appelle Laser 4.0 chez nous, donc un projet d'industrie 4.0 appliqué à Amplitude, qui est donc une entreprise qui fabrique des lasers, et des lasers d'une gamme un peu particulière. C'est pas qu'on appelle ultra bref, donc qui sont des lasers impulsionnels avec des impulsions de durée très courte. C'est une entreprise qui a été fondée en 2001. Aujourd'hui, on est à peu plus de 400, un peu plus de 25 000 produits vendus et on est une société qui exporte beaucoup puisque plus de 90% de notre chiffre d'affaires est réalisé en dehors de France. En dessous, vous avez une image du siège social de l'entreprise qui est à Pessac, à la Cité de la Photonique. Alors, ces lasers, ils sont utilisés dans beaucoup d'applications industrielles. L'application probablement la plus connue et celle qui a fait décoller l'entreprise, c'est des opérations d'ophtalmologie. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. Et notamment, là, j'ai un exemple sur tous les exemples d'applications industrielles où nos lasers peuvent rentrer en ligne de compte dans la fabrication d'un smartphone. Donc on a énormément de choses au niveau microélectronique, au niveau de la découpe de verre, au niveau de tout un tas d'applications. Donc là, on est dans un segment voilà, microélectronique ou display. Également sur ce projet, je vais parler du CATI. Alors je pense que les gens qui sont publics de cette conférence connaissent bien le CATI, qui est le Centre néo-aquitain des technologies et de l'information électronique. Donc on a travaillé sur cette thématique de NLP dans le cadre d'un projet sur lequel on travaille avec le CATI et qui est subventionné par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le CATI, rapidement, et puis Loïc Bourdois qui est là dans la salle pourra compléter si vous avez des questions a posteriori, mais c'est une entreprise qui est dédiée, qui aide les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine sur des thématiques de transfert technologique et sur des problématiques autour de la donnée. Notamment, ils ont trois unités de compétences, plutôt une thématique effectivement données, data science, une autre thématique qui s'appelle facteur humain, qui va plutôt prendre en compte les interactions entre les humains et la technologie, et puis une troisième thématique autour de l'électronique et des objets connectés. Voilà, j'espère Loïc que j'ai bien présenté le CATI. Tu compléteras si besoin. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, la problématique et les solutions techniques utilisées pour traiter cette problématique. Notre problématique, c'est comment... Alors, si on prend un peu de recul, c'est un sujet de valorisation de données complexes. La problématique qu'on a, c'est lors d'une nouvelle demande SAV. Donc on parle d'un email qui arrive sur la boîte support Amplitude, donc support technique. La question qu'on s'est posée, c'est comment valoriser l'historique en plus de l'expérience du technicien. Donc, je pense que le cas commun, c'est la personne prend l'email et en fonction de sa propre compétence, de sa propre expérience, elle va le traiter au mieux. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est dommage, parce qu'on a tout un tas de données historiques qu'on pourrait valoriser dans ce contexte-là. Et les objectifs, c'est d'augmenter la qualité et la cohérence des réponses. C'est dommage, entre guillemets, de réinventer la roue si on a déjà apporté une réponse similaire par le passé. Et ensuite, un autre objectif, c'est de réduire les délais de réponse en automatisant autant que possible certaines tâches. Donc là, par exemple, une tâche à automatiser, c'est le client parle d'un laser. Je vais aller chercher dans mes bases de données de quel laser on parle. Donc ça, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quelques clics à chaque fois, copier-coller le numéro, aller dans une autre base de données. Donc là, si on peut avoir tout ça à disposition, finalement, on grappille quelques secondes à droite à gauche qui nous permettent de gagner un peu de temps. L'objectif principal, c'est donc un objectif de satisfaction client. Le challenge qu'on a eu, c'est un challenge qui est propre aux données. Donc on parle de données textuelles. Donc l'historique des emails SAV, l'historique des tickets SAV. Donc ça, c'est plutôt bien enregistré. Mais le problème qu'on a, c'est que ce sont des données qui sont comme souvent dans ce cas-là, qui sont peu, voire pas structurées. On est une entreprise, vous l'avez compris, très internationale. Donc on mélange du français, on mélange de l'anglais. On a aussi pas mal de franglais, plus difficile à appréhender par les modèles de NLP. Et puis surtout, on a énormément de termes techniques, de jargon, parce qu'on est une entreprise très technologique, donc il y a beaucoup de termes qui sont très spécifiques au laser et à nos technologies en particulier, qui sont mal compris par les modèles génériques, on va dire. Et enfin,
de nombreux termes proches, donc des choses assez différentes, par exemple front-end et mode lock, voilà 2 termes techniques qui signifient après la même chose dans le monde du laser, mais qui sont très différents et loin d'être proches d'un point de vue langage. Et beaucoup d'hétérogénéité dans ces données, des tickets très renseignés, d'autres tickets assez vides. Donc tout ça fait que ces données étaient difficiles à valoriser, et c'est principalement ça, c'est ce que je veux dire quand je parle de données complexes, et c'est ça le challenge auquel on s'est principalement heurté. Alors le pipeline de traitement des nouveaux emails qu'on a mis en place et que je vais vous présenter, en commençant par la frise du haut. Le premier objectif, c'est d'abord de récupérer les nouveaux emails clients. Donc ça, Antoine Jean-Jean en parlait un petit peu en introduction du fait que les données aujourd'hui sont plus ouvertes, qu'on peut se connecter avec un certain nombre d'API, etc. Là, c'est ce qu'on a pu mettre en place en se connectant aux API Microsoft 365 et qui nous permettent, via la gestion de webhook, d'être notifiés à la réception de nouveaux emails. Le deuxième sujet concerne l'identification d'une nouvelle demande. Donc on va avoir un petit focus là-dessus, mais le sujet c'est de voir, là je viens d'avoir un nouvel email qui est arrivé sur la boîte support SAV. Est-ce que cet email concerne une nouvelle demande, auquel cas je vais pouvoir mettre en place mon traitement pour essayer d'accélérer cette demande-là, ou est-ce que c'est une demande déjà suivie, déjà prise en charge par quelqu'un, auquel cas mon pipeline ne va pas s'appliquer. Le troisième sujet, c'est un sujet de nettoyage du texte et d'identification de la langue. Donc ça, c'est nécessaire pour l'application des algorithmes qui vont venir ensuite. Et une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a récupéré l'email, qu'on a identifié que c'était bien une nouvelle demande et qu'on l'a nettoyé, on va pouvoir appliquer les logiques métiers, on va dire, et appliquer différents algorithmes. Donc aujourd'hui, on a 3 choses. On a une première thématique qui consiste à extraire l'identification du laser pour, comme je le disais, accélérer des requêtes dans nos bases de données pour que la personne puisse avoir une vue un peu 360 de quel laser on parle, quel est l'historique de ce laser, quand est son dernier ticket, quel modèle on parle, etc. etc. On a une deuxième approche qui concerne à identifier automatiquement le type de demande. Donc, ce qu'on appelle type de demande, c'est est-ce qu'on parle plutôt d'une demande d'information ou est-ce qu'on parle plutôt d'un problème technique? Et on applique ici aussi des techniques de type question answering, où on essaye d'identifier automatiquement quel est le problème mentionné par le client. J'y reviendrai. Et puis enfin, la troisième partie qui est la plus ambitieuse et qui concerne la recherche de tickets similaires. C'est ce que je mentionnais en introduction. L'enjeu, c'est d'essayer de voir est-ce que j'ai dans ma base de données historique une demande similaire que moi, en tant que technicien SAV, je vais pouvoir consulter pour mettre le pied à l'étrier et essayer de gagner du temps dans le traitement de ma demande. Donc ça, c'est vraiment la partie NLP en orange. La dernière partie, ça concerne à enrichir l'email. Donc concrètement, on applique un flag à la boîte dans l'email Outlook, donc le flag important pour ceux qui connaissent Outlook, et puis une catégorie nouvelle requête client, et on ajoute effectivement un lien vers une page web qui va récapituler toutes les informations extraites du pipeline. Donc c'est pas le sujet du jour, mais en termes d'infrastructure pour les curieux, c'est un pipeline qui est développé en Python et qui tourne qui tournent dans des applications web qui sont containerisées et voilà, et qui donc sont triguées, sont déclenchées à chaque réception d'un email. Alors si on se concentre maintenant sur les principales briques de ce pipeline, la première partie c'est le focus sur la classification d'une nouvelle demande. Donc est-ce que cet email concerne une nouvelle demande client, oui ou non? Donc là, on est sur des règles de décision, donc il n'y a pas de machine learning à proprement parler, mais des technologies bien comprises. On prend en compte deux critères. Le premier critère, c'est est-ce que l'email contient un numéro de ticket ou non? Donc de manière assez classique chez Amplitude, les demandes sont suivies par des numéros de ticket. Donc on recherche si l'email contient un numéro de ticket. Si on n'en trouve pas, c'est un bon indice, c'est une première demande. Et ensuite, si on en trouve, on vérifie qu'ils sont fermés ou qu'on concerne pas un ticket ou que la demande ne concerne pas un ticket en cours. L'autre aspect qu'on prend en compte, c'est la longueur de la conversation pour essayer d'identifier ou de discriminer des potentielles relances ou des emails qui feraient suite à un email déjà traité. Donc avec ces deux critères, est-ce que je trouve des numéros de tickets ouverts, oui, non, et quelle est la longueur de la conversation de l'email que je suis en train de regarder, on identifie si oui ou non l'email concerne une nouvelle demande ou pas. Donc aujourd'hui, on est en termes de performance là-dessus. Les performances, à chaque fois que je vais parler de performance, c'est mesuré en termes de satisfaction SAV. Donc on
On a une petite boucle de retour qui permet aux gens du SAV de nous dire s'ils sont contents de la détection ou pas. Aujourd'hui, on détecte 100% des nouveaux emails, ce qui était l'objectif initial, donc vraiment de ne pas manquer de nouvelles demandes. Et on a un certain nombre de faux positifs, qui est non négligeable, autour de 15-20%, et qui concerne, le cas classique, c'est un client qui a une demande en cours et qui vous renvoie un mail sans faire répondre à tous. Donc il renvoie un mail à partir de zéro, avec un nouveau sujet. Et là, en termes de pipeline, on ne trouve pas de numéro de série parce que le client ne l'a pas mentionné. C'est un email de conversation 1, donc on ne sait pas aujourd'hui distinguer ce type de cas-là par rapport à une vraie nouvelle demande, entre guillemets. Mais néanmoins, on répond aux besoins SAV qui étaient surtout de ne pas manquer de nouvelles demandes, d'avoir vraiment visuellement, d'identifier facilement quelles sont les nouvelles demandes qui tombent chaque jour. La deuxième partie, c'est un focus sur la classification du type de demande. Donc aujourd'hui, on applique deux types de classification. La première, c'est une classification sur le type de demande client. Donc est-ce que cette demande concerne une demande d'information ou est-ce que cette demande concerne une requête technique? Et pour ce faire, on applique un modèle de type TF-IDF entraîné sur des emails de première demande client, français et anglais. Donc on gère les deux langues. Et donc on a reconstruit, là pour le coup on avait de la donnée un petit peu labellisée, on avait de la donnée labellisée en historique, qui est en fait l'historique de nos emails, et le ticket associé, est-ce que c'est un nouveau ticket, oui ou non. Donc en réconciliant les deux, on a pu identifier ce modèle de TF-IDF, qui est un modèle donc très simple, je pense tous ceux qui s'intéressent au NLP connaissent ce modèle, il s'agit de compter la fréquence des mots et des signes qui apparaissent dans l'email, et on arrive quand même à des performances qui sont assez bonnes, en appliquant ces modèles de TF-IDF, puisqu'on est, d'après le SAV, à un niveau de satisfaction qui est à plus de 85%. Les faux positifs sont, et en fait, toujours difficile d'auditer ce type de modèle, mais si on se concentre sur les faux positifs, on a fait l'exercice, c'est plutôt des emails qui regroupent beaucoup de formes interrogatives. Pourriez-vous beaucoup de formes interrogatives, beaucoup de points d'interrogation, et on sent que le modèle TF-IDF a appris à discriminer ce type de demandes comme étant des demandes d'information, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc pour aller plus loin là-dessus, il faudrait avoir plus de données labellisées, entraîner des modèles plus complexes, mais en première approximation, cette approche simple donne déjà des résultats assez satisfaisants. C'est moins le cas sur le deuxième type de classification, où on essaye d'identifier automatiquement le problème rencontré par le client. Donc là, on applique des modèles de question answering, français, en l'occurrence le modèle Camembert, et anglais, Distilbert, et on pose des questions du type quel est le problème? On pose au modèle la question quel est le problème, et en lui présentant le texte de l'email. Alors là, on a une satisfaction SAV qui est beaucoup plus basse. Le SAV juge que la réponse est satisfaisante dans à peu près 30% des cas. Le challenge qu'on a là-dessus, c'est qu'on a parfois des emails qui sont... on a une grosse différence sur la longueur de l'email. On en a qui sont très courts et d'autres qui sont très longs. Et on a un contenu technique, comme je disais en introduction, qui est très important. Et on sent évidemment que ces modèles génériques sont moins à l'aise avec des termes extrêmement jargonnants ou des termes techniques très précis. Donc on sent qu'on capture des choses, mais ces modèles-là, en tout cas tels qu'on les a implémentés aujourd'hui, ne sont pas assez spécifiques à nos problématiques pour être vraiment utiles aux personnes du SAV. Donc les prochaines étapes là-dessus, alors Loïc me disait, Loïc Bourdois du CATI qui connaît bien ces modèles, me disait que c'était des choses assez sensibles au type de questions posées. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on pose des questions qui sont trop compliquées, peut-être qu'en posant une question plus simple, plus générique, on arriverait à extraire une meilleure information. Donc ça, on peut essayer ça, c'est pas très difficile à faire. Sinon, pour aller plus loin, ça voudrait dire réentraîner des modèles sur un corpus qui est plus spécifique à ce que fait Amplitude, mais on va se heurter à, comme beaucoup d'entreprises, on n'a pas de professionnels, on n'a pas de personnes qui sont dédiées à temps plein à taguer des données, donc c'est quelque chose qui est long, coûteux et pas difficile à faire, surtout si on parle de question answering où la labellisation peut être un peu complexe. Et enfin, la dernière partie, le focus sur la recherche de tickets similaires. Donc encore une fois, c'était ça au début la spécification principale, le cœur du pipeline, c'est ça. Encore une fois, je rappelle, j'ai une demande client et je cherche à identifier est-ce que dans ma base de données, j'ai déjà traité une demande similaire.
Donc l'approche qu'on a suivie, c'est une approche qui consiste à obtenir dans une première étape une base de données catégorisée de termes métiers. Donc l'objectif, c'est de construire une base de données de ce qu'on appelle des tags, qui peuvent être des mots ou groupes de mots, qui vont décrire une famille de problèmes spécifiques à nos systèmes. Donc par exemple, c'est un exemple que je prenais en introduction, les termes modlock ou les termes front-end instability. Ça, ce sont deux termes techniques dans le monde du laser qui décrivent la même famille de problèmes, qui sont des problèmes spécifiques qui appartiennent à un certain étage du laser. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle typiquement de tags, et c'est ce type de mots qu'on va aller rechercher dans les emails. Donc on a obtenu ces tags via labellisation par des experts, donc on a investi un peu de temps. Là, aujourd'hui, on a obtenu après 650 tags, mais on a tagué qu'une toute petite partie de nos données. On a tagué 10-15% de nos données. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin, et on va aller beaucoup plus loin très probablement. Donc on a demandé à des experts de labelliser des couples email client ticket SAV à travers un outil open source de labellisation de données. Donc ces experts surlignaient quels sont les mots saillants, les termes saillants qui me mettent sur la voie du problème quand je lis cet email client ou quand je lis ce ticket SAV. Donc on en a obtenu, comme je disais, à peu près 650, après nettoyage à peu près 500 tags, donc 500 termes qu'on considère comme étant spécifiques, décrivant des problèmes intéressants chez nous, et on a regroupé ça en 40 familles. Donc comme vous l'imaginez, c'est un processus assez long et qui est partiellement subjectif. On n'a pas trouvé de méthode automatique pour taguer les emails. Donc voilà, c'est un processus assez manuel, mais vous allez le voir qui donne des résultats assez intéressants. Donc là, voilà, j'ai un exemple de deux familles de tags obtenus, donc on ne va pas les parcourir, mais voilà, on a une famille, je crois, alors c'est petit pour moi, mais je crois que de mémoire, on a une famille qui décrit des termes environnementaux. On va retrouver des termes techniques liés à comment l'environnement peut impacter un laser, et puis une autre famille de tags sur des termes plutôt techniques décrivant un autre type de problème. L'étape 2 ensuite, c'est de taguer les bases de données métiers. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va automatiquement aller lire chaque ticket CRM, par exemple, et lui appliquer les tags. Donc, je reprenais mon exemple de modlock ou de front-end instability. Je lis l'historique de nos tickets SAV. La machine lit l'historique de nos tickets SAV et recherche l'occurrence des termes modlock ou front-end instability. Et si c'est le cas, on va taguer ce ticket SAV avec ce tag-là. Donc, on obtient du coup une base de données de nos tickets SAV. Taguer, on peut aussi taguer de la documentation technique. On peut taguer n'importe quel document textuel. Et ensuite, ce qu'on fait également, c'est qu'on calcule un poids pour chaque tag, qui est un poids qui est basé sur sa fréquence d'apparition. Donc ça, c'est l'idée qu'un tag qui est plutôt rare est plus signifiant. Donc par exemple, on peut imaginer que alimentation, ça peut être un tag, parce que le client me parle d'alimentation dans son problème, donc c'est intéressant, on a un problème d'alimentation. Mais cela dit, alimentation, c'est un terme extrêmement fréquent, donc c'est quand même un tag de poids rare, alors qu'à contrario, si le client me parle de front-end instability, on peut imaginer que c'est quelque chose de beaucoup moins fréquent, qui désigne quelque chose de beaucoup plus spécifique, donc l'idée c'est d'associer un poids élevé à ce tag-là, pour qu'ensuite on puisse le rechercher plus facilement, et mettre en avant plus facilement les exemples contenant ces tags-là. Voilà. Et l'étape 3, la dernière étape, quand un email client arrive, je tag l'email. Donc je lis le contenu de l'email, je recherche la présence de tags dans cet email. Et je regarde la famille des tags concernés. Donc est-ce que le client me parle par exemple de 2 tags? Est-ce que je trouve 2 tags qui me parlent d'environnement, un tag qui me parle de front-end instability, etc. Et ensuite, on va aller rechercher dans notre base de données des tickets qui contiennent ces tags en appliquant des logiques de seuil et de score de similarité. Donc voilà, c'est pour reprendre mon exemple tout à l'heure d'alimentation. Si dans l'email du client, j'ai que alimentation, je ne vais probablement pas montrer d'exemple de tickets similaires au SAV parce que je suis pas assez confiant sur le fait d'être capable de trouver des tickets qui sont réellement similaires. Donc là, on peut imaginer un certain nombre de logiques, c'est-à-dire je fais une recherche que si j'ai plus de X tags, je fais une recherche que si j'ai un poids total de plus de X score. L'idée étant, là on est plutôt sur un problème d'interface utilisateur, mais l'idée étant que l'outil n'est pas utile s'il présente 60 tickets à chaque fois. C'est un compromis à trouver entre présenter des tickets, certes, similaires, mais présenter des tickets qui soient suffisamment similaires, parce que le cas extrême, c'est si on lui présente toute la base de données, ça sert à rien. Le technicien SAV ne va pas aller lire toute la base de données, il faut vraiment essayer d'identifier 2-3 tickets qui nous semblent très très proches.
Et ensuite, on peut les présenter triés. Donc on peut présenter, donc imaginons qu'on trouve 5 tickets qui dépassent les seuils de similarité. On peut ensuite appliquer des logiques de tri métier en prenant en compte la famille de laser, évidemment, la proximité de date de fabrication pour essayer de vérifier que les tickets s'appliquent sur des modèles les plus proches possibles, etc. Donc en termes de résultats, aujourd'hui, c'est quand même assez encourageant, sachant que, comme je le disais, on est loin d'avoir tagué l'essentiel de nos données textuelles. Aujourd'hui, les tickets identifiés sont jugés pertinents par le SAV dans à peu près 70% des cas. Donc ça veut dire que dans 7 cas sur 10, les tickets qu'on présente au SAV, les personnes les jugent comme étant pertinents pour décrire le problème que le client remonte. Donc c'est quand même assez encourageant. Et les cas qui sont non pertinents, sans surprise, c'est souvent des cas où on manque de tags. C'est-à-dire dans l'email SAV, en fait, dans l'email qu'on a reçu, le client parle spécifiquement d'un problème, sauf que ce problème-là, on ne l'a pas dans notre base de tags, donc évidemment, on ne l'a pas identifié, on n'a pas tagué, et on n'est pas en mesure d'identifier des tickets similaires. Donc voilà, vous avez compris, cette approche, elle est très sensible, évidemment, à la base de données de tags, et donc au tagging initial. Voilà, et là c'est un exemple un screenshot où on voit ce qui se passe à la fin. Donc sur l'écran qui est en fond, c'est un screenshot d'une boîte à Outlook où on voit que j'applique un flag important. Donc le flag important sur l'email et puis la catégorie New Customer Request. Et une fois qu'il est à cette étape-là, la personne du SAV peut également cliquer sur un lien qui va le rediriger vers une page web sur laquelle il va accéder aux résultats du traitement. Donc il va pouvoir consulter tout ce qu'on s'est dit, l'historique des problèmes sur le laser identifié, les tickets similaires, etc., etc. Voilà. Pour ce qui concerne les prochaines étapes, donc en conclusion, les prochaines étapes. Conclusion, donc la base de tag qui est le cœur de ce sujet, hein, c'est une façon de structurer la connaissance, et je pense une façon qui peut s'appliquer à beaucoup d'industriels de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont des entreprises techniques, souvent, qui disposent de données, mais qui sont peu structurées, un relativement faible nombre, avec un vocabulaire très spécifique. Donc dans ce cas-là, cette approche qui consiste à construire une base de données de termes saillants pour l'utiliser ensuite en clé de recherche pour relier des approches documentaires peut être assez généralisable dans ce type de contexte, je pense. Et puis la deuxième approche qui est pas à négliger, je pense aussi dans le traitement ce pipeline, ce qui rend ça possible, c'est aussi quand même le fait de pouvoir facilement accéder aux données, notamment aux données mail, à travers, je le disais, l'API Microsoft 365 et les API de façon générale qui rendent quand même assez facile le fait de se connecter, d'être notifié à la réception d'un nouvel email, et qui rend aussi ce type d'approche assez duplicable, quelle que soit la boîte mail en question. Donc ça ouvre la voie. Chez Amplitude, on est en recherche de cas d'usage potentiels là-dessus, mais pareil, je pense que ça peut concerner beaucoup d'entreprises à automatiser le traitement via ce type de technique sur des boîtes mail génériques. Les prochaines étapes, donc sur la base de tags, l'idée c'est à la fois de l'enrichir. Aujourd'hui, on a tagué une petite partie de nos données. L'idée c'est d'aller plus loin. Et également de mettre en place des processus d'amélioration continue pour que les personnes puissent remonter des tags, y ajouter et que le système s'auto-entretienne. Et ensuite, amélioration des modèles, j'en ai rapidement parlé. Remplacement du TF-IDF par un modèle plus élaboré, éventuellement, si le besoin s'en fait sentir. Et puis sur la partie question answering, donc essayer de poser une question différente ou de réfléchir à un entraînement custom, mais qui semble plus ambitieux comme je l'évoquais. Et enfin, pour finir, on pourrait également aller plus loin sur la priorisation des emails. C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire aujourd'hui, qu'on n'a pas voulu mettre en place chez Amplitude aujourd'hui, mais on pourrait imaginer prioriser le traitement de ces emails en appliquant soit des règles métiers, soit en appliquant des techniques qu'on pourrait creuser, qu'on n'a pas tellement creusées, mais pour l'instant, qui pourraient concerner par exemple des techniques de sentiment analysis pour voir si on peut détecter dans l'email du client une certaine forme d'urgence mentionnée qui nous permettrait de prioriser tel ou tel email par rapport à un autre. Ça peut faire partie des pistes à envisager pour aller plus loin. Voilà pour moi. Merci. J'arrive. Je t'en prie. Pas de problème. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, parfait. Loïc, tu veux venir ? Donc, merci beaucoup pour la présentation. On fait venir Loïc qui a Bourdois Ducati, qui a quand même beaucoup travaillé sur le sujet. Qui a travaillé sur le sujet. Alors,
justement, ça m'amène. Alors, j'ai une question peut-être un peu générique pour commencer. Donc, Amplitude Laser, bon, comme son nom l'indique, fait des lasers. Donc, le métier, c'est vraiment de fabriquer du laser, c'est pas de faire de l'IA ou du. Non. Donc, dans ce type de projet, est-ce que vous avez internalisé un petit peu de compétences sur ces sujets-là, ou est-ce que vraiment vous avez complètement sous-traité cet aspect-là en disant que c'est pas votre cœur de métier et vous le. Oui, alors tout à fait. Alors Amplitude a fait Amplitude est plutôt une entreprise qui choisit d'internaliser ses compétences. Et la direction avait anticipé il y a quelques années un projet qu'on a appelé Laser 4.0, donc un projet d'industrie 4.0, qui avait notamment débouché sur mon recrutement. Moi, j'ai plutôt un profil d'expert de la donnée. Donc on a une ressource en interne, aujourd'hui deux, parce qu'on est dans ce pôle, on a aussi un développeur web qui nous aide à faire des interfaces et à développer un certain nombre d'outils de collecte de données. Mais donc la direction a pris conscience depuis quelques années déjà de l'importance de la valorisation de ces données et des cas d'usage qu'on pourrait développer autour de ces thématiques-là. Et ensuite, la deuxième réponse, c'est que c'est un projet qu'on aurait sans doute, qui est quand même un peu loin du core business, parce que les données cœur, on va dire, qu'on cherche à valoriser, c'est essentiellement des données issues des machines pour faire de la maintenance prédictive, par exemple, ou des données issues de nos systèmes de production pour essayer de détecter de la non-qualité, des choses comme ça. Ça, cette thématique NLP, moi, c'était pas mon expertise de base, et c'est un sujet qu'on n'aurait sans doute pas attaqué sans le concours du CATI. Donc c'est un projet sur lequel Amplitude travaille avec et qui est sur lequel on est aidé par la région Nouvelle-Aquitaine, et ça faisait partie des thématiques un peu exploratoires que le CATI nous a aidé à débroussailler. Oui, non, mais en tout cas, ouais, c'est un truc qu'on retrouve assez dans pas mal d'entreprises, d'avoir au moins un minimum de compétences pour être capable au moins d'analyser les réponses qui sont faites quand on externalise, parce que sinon, tout à fait. On peut avoir des mauvaises surprises. Donc, alors c'est une question un tout petit peu plus technique, mais pas beaucoup. Là au début, alors dans le titre, c'était le NLP au secours du traitement des demandes CV. Et au bout du compte, on a l'impression que les techniques de processing du langage naturel, quand on a une base de données si petite, on voit qu'à un moment donné, ça va être difficile de vraiment avoir des techniques. Ça ne sera pas DeepL à la fin, globalement. Donc, et on a l'impression qu'il y a une espèce de quick fix qui est de dire bon, on va juste détecter les mots-clés et en gros, on a l'impression que c'est presque suffisant. Quel est le besoin réel d'avoir des algos vraiment perfectionnés là-dedans, ou est-ce que c'est vraiment juste aller chercher les tags et puis faire on met un score sur chaque mot et puis à la fin on fait la somme pondérée et puis on a le résultat. Alors Loïc, je te laisserai compléter, mais effectivement en première approche, nous on essaye d'identifier les termes saillants qui sont finalement, si on y réfléchit, ce que les experts identifient quand ils lisent un email. Donc c'est une première approche qui donne quand même des résultats assez bons, surtout compte tenu du fait qu'on n'a pas investi un énorme effort de labellisation pour l'instant. Cela dit, on se rend compte effectivement qu'on se heurte à des thématiques. Par exemple, une thématique qu'on n'avait pas anticipée, c'est une thématique de négation. Si le client nous dit « je n'ai pas de problème d'alimentation », donc là, c'est une technique qui pourrait justifier la mise en place d'algo un peu plus complexes, mais je crois surtout, Loïc, toi, tu avais essayé pas mal de choses et on se heurte effectivement à un problème de dataset, en fait. Hein. Tout à fait. Pour les méthodes les plus récentes, tout ce qui est par exemple la base de Transformer, on a besoin souvent d'au moins 500 exemples par classe pour avoir quelque chose on a du 95% de satisfaction minimum, un truc comme ça. Et donc là, en fait, on les a pas, ces données-là, et c'est pour ça qu'en fait, on est passé sur tout ce qui est des méthodes, disons, plus traditionnelles ou plus statistiques, et donc tout ce qui était FIDF pour déterminer tout ce qui est la classification, si c'est une demande technique ou une demande plus en termes d'information, comme sur un manuel, du laser ou des choses comme ça. Et là, après, pour faire la recherche, en fait, tout le but, c'est actuellement créer un pipeline qui puisse extraire des données, les taguer, pour alimenter notre base. Et au fur et à mesure que Amplitude va recevoir des emails, cette base va grossir, et après, là, quand on aura atteint le stade critique qu'on fixe à peu près environ 500 exemples par classe, là, on pourra passer à des exemples et des modèles de machine learning, deep learning, qui sont beaucoup plus récents et normalement plus performants. Mais quand on a peu de données, vraiment tout ce qui est approche statistique traditionnelle fait très bien le travail, en fait. Ou du moins, là, quand on dit on a tagué 10 à 15% de la base et on a du 70% de satisfaction, c'est plutôt satisfaisant
pour l'effort investi. Ok. Et alors, bon, on a un petit peu dépassé déjà, mais bon, vu que ça commence un petit peu en retard, j'avais une dernière question qui est oui, alors pour l'instant le service SAV ça marche par email si je comprends bien. Vous n'avez pas des formulaires que les gens, enfin, si les gens communiquaient avec vous plutôt par des formulaires et vous pourriez checker déjà des choses dès le début et ça vous éviterait d'avoir à faire ce travail de découverte de ce que la personne veut bien vous donner de toute façon parce que son but c'est quand même d'être comprise le mieux possible. Donc... Oui, bah, c'est intéressant parce que c'est effectivement une des premières réflexions de Loïc à mettre en place. Alors nous, à réfléchir, c'est une thématique intéressante pour réflexion. C'est à voir, c'est pas trivial parce qu'on est quand même, nos clients c'est quand même en général des gens qui sont plutôt des experts techniques, on va dire, des gens qui sont plutôt ingénieurs, qui sont plutôt docteurs, qui ont une certaine maîtrise du laser, une certaine maîtrise de ce qu'ils font, et donc c'est pas évident de réussir à avoir une catégorisation claire des différents problèmes rencontrés. Donc, avoir des méta, ouais, genre, vous avez un problème d'ALIM, vous avez un problème de performance, vous avez un problème de... On pourrait réfléchir à la mise en place de ce genre de choses. Ouais. Mais justement, peut-être qu'effectivement, le fait de réfléchir sur cet acte, de réfléchir à la catégorisation quelque part de nos problèmes, pourrait déboucher sur la création de ce type de formulaire. Effectivement, c'est une bonne remarque. Okay. Donc, merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair et donc, bravo pour le travail et pour la collab avec le CATI. Merci à vous. Merci.